Podcast.com. Essaye ça. J'ai compris. On a compris. Allô tout le monde, bienvenue à Critique Exquise, en mode Fantasia toujours accompagné de Pascal Grenier. Oui. Et de Florence Payette. Aussi. Et de Bruno Corbin, moi-même. Aujourd'hui, on vous parle de The Harbinger, qui est passé à Fantasia, parce qu'on est en mode Fantasia. Surprise! Voilà. Et donc, The Harbinger, quand je vais m'en occuper cette fois-là, Florence, là, parce qu'il faut te donner un break une fois de temps en temps. OK, merci. On a une femme qui décide de quitter sa quarantaine de pandémie de COVID avec sa famille pour aller rejoindre une amie qui a besoin d'aide, qui a des cauchemars constants. Et donc, c'est cette relation-là, en fait, qui est une relation très importante pour ces deux femmes-là. Et c'est pour ça qu'elle décide de, malgré la pandémie, de quitter et d'aller voir cet ami-là pour l'aider. Et s'ensuit un film d'horreur. Yes. Oui, c'est ça. Du réalisateur de l'indépendant Andy Mitton. Oui, Andy Mitton. Qui avait fait The Witch in the Window, qui a été présenté à Fantasia en 2018, puis une couple d'autres films aussi, que j'ai pas vu, par exemple. J'ai juste vu The Witch in the Window, par exemple, de lui. J'ai pas vu les autres. Ouais, je pense que c'est son quatrième long métrage, je pense, ou son troisième long métrage. Je sais qu'il a fait We Go On, puis un autre aussi, Yellow, quelque chose, qui avait fait plus tôt sa carrière. Ouais, c'est ça. Ah. Donc, cette fois-ci, je pense que, puis moi, j'ai juste vu The Witch in the Window aussi, mais on reconnaît beaucoup le style de Andy Mitton. Andy Mitton, qui est un cinéaste qui fait de l'horreur humaniste, je dirais. Mm-hmm. Existentiel, humaniste. Ouais. Le genre, mélangé avec surnaturel, slow burn un peu, là. Ouais. On part. Moi, il y a beaucoup d'humanité dans ces films. Ouais, c'est ça. Énormément d'humanité, énormément d'empathie. Oui. Beaucoup de... souvent, une des affaires qui est vraiment bien faite, puis particulièrement dans ce film-là, sauf peut-être à certains moments, les relations entre les personnages sont vraiment bien construites. Le dialogue fonctionne bien, assez naturel quand même en général quand il s'occupe de faire ça. Pas quand il s'occupe de nous donner du scénario, mais quand il s'occupe de créer des relations, il est un peu meilleur. Ouais. En fait, j'avais surtout la partie avant qu'il commence à se passer de quoi. Ah ouais, OK. Personnellement, je trouvais les espèces de tout en jeu, pourquoi qu'elle quitterait l'espèce de bulle familiale pour aller retrouver son ami, puis mettre le reste de sa famille en péril. On la sent très proche de sa famille. Fait que tout ce côté-là, j'étais comme embarqué. Puis après ça, il arrive la deuxième, pas la deuxième partie, ça arrive quand même assez tôt, peut-être au tiers du film. Puis après ça, on tombe vraiment dans le surnaturel puis l'horreur un peu à la Nightmare on Elm Street, on s'entend. Hein? Mm-hmm. Un peu, Nightmare on Elm Street, un peu de The Ring. Ouais. Un peu de pour les lecteurs, un peu de Lullaby de Chuck Palahniuk. Ça fait penser un peu à ce genre de mythologie-là. Moi, déjà, tout de suite, quand le film est parti, le stinger, j'ai trouvé super efficace. Là. Ça met vraiment le ton, puis c'est assez c'est assez bien fait, puis c'est comme assez terrifiant sans rien te montrer en même temps, et tu vois juste la réaction sans voir nécessairement qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça, j'ai trouvé ça solide. J'ai trouvé le fun aussi que c'est un film de pandémie, puis j'avais comme peur un peu, tu sais, quand le film commence, je me disais, ça va-tu être pertinent que ce soit un film de pandémie, tu sais? Puis oui, vraiment beaucoup. C'est complètement intégré à l'histoire. C'est même, justement, comme tu disais, Pascal, il y a beaucoup d'enjeux relationnels qui sont
comme mis de l'avant. Puis en même temps, ça a comme un peu rapport, peut-être, le deuxième niveau a peut-être rapport avec la pandémie aussi. Donc, il y a comme tout cet aspect-là de la dépression, puis qui vient avec le fait d'être seul à cause de la pandémie, puis tout ça qui est comme vraiment mis de l'avant. Là. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le setup d'atmosphère. C'est je vais mettre un peu de personnel dans la critique, mais ça m'a pris vraiment tout mon petit change pour aller en salle cette année, parce que 7e vague oblige. Puis quand je suis allée dans ce film-là, en fait, cette année, je me suis fait un point d'honneur à ne pas regarder rien des films que j'allais voir. Puis quand je suis arrivée là, puis que j'ai vu que c'était un film où les gens portent des masques et qu'on parle beaucoup de la première vague de la pandémie, je vais comme « Oh, je suis à la bonne place! » Puis c'est l'espèce de peur, de paranoïa, de tout ce qui est extérieur à une espèce de petit cocon qui vient le chercher, puis qui est venu me chercher. Puis après ça, la peur tombe dans une autre place de ton corps, plus que le film avance, puis j'ai trouvé que c'était habile comme façon de faire, puis que c'est utiliser l'actualité, le courant de ce qui se passe présentement au bénéfice de ton film, puis j'ai trouvé que c'était bien fait, bien utile. Bravo Andy. Ouais, j'avais un peu peur aussi, comme je disais, que ça... Tu sais, je me disais, est-ce que ce genre de choses-là va dater le film ou est-ce que ça va plutôt être un espèce de time capsule de cette époque-là? Puis ça file vraiment plus comme un time capsule. Ça file vraiment plus comme quelque chose qui est, comme tu dis, là, t'as mis le doigt dessus. C'est vraiment qui nous fait le portrait du feeling qu'on avait toutes quand la première vague a commencé. Puis ce que j'ai trouvé aussi très utile dans l'écriture du film puis dans l'écriture de l'histoire, c'est que la peur shift, puis on passe d'une peur extérieure à une peur très très intérieure. Puis j'ai aimé que, en fait, l'habilité d'Andy Mitton, c'est justement d'écrire puis de faire des shifts comme ça. Puis des chiffres que comme tu vois pas vraiment venir, puis rendu vers la fin, tu fais comme OK, le shift est là, puis je comprends cette peur-là, je comprends la peur qu'il essaie d'instaurer. Puis j'ai trouvé ça rafraîchissant dans un point de vue de film d'horreur, de juste gérer ce type de peur-là. Puis en tout cas, j'ai bien trouvé au niveau de la peur puis de l'ambiance. Je trouve qu'il a mis le doigt sur quelque chose que je trouve le fun. Ouais, j'ai trouvé que la tension était super solide aussi. Puis, comme tu dis, tout l'aspect, justement, peur, puis l'espèce de la peur contagieuse même. C'est comme un peu ça le principe du film, là. Ouais, ça fonctionne bien, puis même d'un point de vue méta, pour moi, c'est un film qui est resté avec moi longtemps après que je l'ai regardé aussi, parce que justement, il y a comme cette contagion-là à l'intérieur du film qui devient un peu contagieuse pour le spectateur en même temps. Fait que c'est pas pire efficace à ce niveau-là. Pascal? Oui. Moi, je suis un peu moins enthousiaste, là. Je trouve que le film a quand même oui, il y a des qualités, des choses comme ça, mais moi, j'aimais mieux comme la première partie. Puis le côté mythologie, je trouve qu'il est comme un peu mal exploité, personnellement. J'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus... c'est ça, à un moment donné, c'est comme ça tombe trop dans l'espèce de gimmick de Nightmare on Elm Street qui m'a un petit peu agacé. Mais puis ça m'a fait penser un peu à... Je sais pas, ça m'a fait penser à un film qui était un peu un film quand même similaire, à mon avis, à bien des niveaux, mais qui était un film pré-pandémie, qui était It Comes at Night. Oui. Edward Schultz. Mais j'ai préféré It Comes at Night. Je trouve que c'est comme mieux réussi dans l'ensemble. Puis l'espèce de relation au niveau du pouvoir entre la femme, le fils, puis tout. Puis c'était comme mieux exploité là-dedans. C'est quand même, je trouve que The Harbinger, c'est quand même c'est comme un bon film de pandémie. Je suis pas sûr que ce film-là, quand tu vas le regarder dans 5 ans, va falloir que tu le remettes dans le temps pour
comprendre vraiment peut-être plus les enjeux qu'il y avait à cette époque-là. Là. C'est peut-être un film vraiment dans l'air du temps qui est là, mais c'est un peu comme ça va être un peu ça, je pense, beaucoup de films d'horreur ou beaucoup même de drames qui ont été faits durant la pandémie. Là, c'est des films qui nécessaires d'une certaine réalité que tout le monde a vécu. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est quand même un film intéressant. Là. Il y a des qualités. Je ne sais pas si le côté horreur intellectuelle fonctionne à tous les niveaux, mais ça reste quand même une bonne... je pense que j'avais quand même préféré... Faudrait que je revoie The Witch and the Window, même ça me semblait... Le build-up me semblait plus intéressant dans The Witch and the Window, qui était plus un film à surprise aussi à la fin, avec une espèce de twist à la fin. Alors que là, c'est un peu différent, mais il me semble que le build-up était plus intéressant. Puis peut-être la relation père-fils dans Witch and the Window était peut-être plus intéressante aussi que là, avec la relation d'amitié entre les deux. Ouais, mais bon, comme ça, il y avait aussi... en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement... c'est la relation des différents personnages, puis déconstruire cette relation-là. C'est que, tu sais, sans certains personnages, le personnage que tu connaissais du début n'est plus le même. Puis j'ai fait comme, OK, ben ça c'est quelque chose que j'aime explorer. C'est une thématique que je vois pas beaucoup puis que je trouve qui est intéressante. Puis justement, dans ce film-là, je trouvais que ça tirait un peu l'épingle du jeu. Tu sais, il y avait... On va le dire, là, il y avait beaucoup de problématiques au niveau de l'histoire, mais cette affaire-là, cette thématique-là, j'ai trouvé comme, tiens, ça, c'est un filon qui démarre pas, qui s'en va pas, puis j'ai trouvé que c'était intéressant que le filon soit continu avec ce genre de relation entre les personnages-là. Fait que... Ouais, ben, je pense que une des grandes forces du film pour moi, c'est que j'aimais tous les personnages. Oui. Il y a aucun personnage que j'étais comme lui je suis pas capable ou tu sais je pense qu'il a vraiment construit des personnages sympathiques, humains. Fait qu'après ça, malgré le fait que, comme tu dis, Pascal, c'est vrai qu'il y a comme des bouts, tu sais, il y a appeler l'expert en bagoule sur Zoom pour qu'il t'explique c'est quoi le bagoule, puis d'où c'est qui vient le bagoule. Tu sais, à un moment donné, cette scène-là, tu sais, on la connaît, cette scène-là, puis elle arrive, puis c'est exactement la scène que tu penses que ça va être, ou est-ce que t'as la madame qui explique c'est quoi le monstre, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme, tu sais, il y a ces bouts-là. En même temps, j'ai trouvé ça le fun que il y a une scène, il y a un moment que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est quand ils sont sur le point de faire le bout où est-ce que son ami pense qu'elle est folle, puis elle veut que puis son ami est sûr qu'elle voit des affaires pour vrai. Puis au lieu d'avoir comme un 15 minutes où est-ce qu'on est obligé de passer au travers de blablabla, son ami, elle dit juste « Fais semblant que tu me crois ». Genre, commence par faire semblant que tu me crois, puis on va avancer par là. Puis j'ai trouvé ça super le fun pour deux raisons. En fait, premièrement, parce que on le connaît, là, ce trope-là, tu sais, puis on est comme tanné de l'avoir. C'est tout le temps comme, tu sais, il y a un monstre dans un film, tout le monde va penser que t'es fou, jusqu'à temps qu'il pense plus que t'es fou. Mais aussi, je pense que d'un point de vue, encore là, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, il dit, va voir un thérapeute, puis probablement que s'il était allé voir un thérapeute, le thérapeute, c'est ça qu'il aurait fait. Il aurait commencé par y poser des questions comme s'il croyait qu'est-ce qui est en train d'y arriver, tu sais. Fait qu'il y a comme cette espèce de vision-là, encore là, humaniste, empathique, te dire, ben, OK, tu penses que c'est vrai l'affaire qui t'arrive, parlons-en comme si c'était vrai. Puis si on se rend compte que c'est pas vrai, puis tant mieux. Puis si c'est vrai, ben, on va être déjà sur la bonne track pour dealer avec, tu sais. C'est ça, puis il y a deux tropes de dodged avec cette affaire-là. C'est t'as la trope, comme tu l'as dit, de je te crois pas jusqu'à temps que je te crois. Puis t'as la trope du je crois tout ce que tu me dis tout cuit dans le bec. Puis ça serve juste comme le bon filon pour comme être étonnant, tu sais. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. J'ai fait comme, oh, cool! Ah! Je me souviens pas avoir vu ça dans un film où est-ce que, tu sais, t'as deux personnages qui communiquent assez bien pour qu'un, ils disent, non, on va pas la faire, cette scène-là, là. On va passer par-dessus, on va appeler l'expert en bagoule. Ouais, voilà. Il y a un kid acteur. Oui. Faut qu'on en parle.
Est-ce que tu sais plus ou moins que celui de Special Delivery? Fuck, man. C'est pour ça que je te dis que celui de Special Delivery, je suis capable de vivre avec. Ouais, c'était rough, le kid acteur dans Harbinger. Ouais. Les kids acteurs, en général, c'est rough. Les kids acteurs, en général, c'est rough. J'ai même revu un classique, le Shane à la Cinémathèque en fin de semaine, puis l'enfant, il est vraiment pénible. Non, c'est ça. C'est des Christian Bale puis des Dakota Fanning, il y en a pas beaucoup, là. Non. Donc, c'est ça. Le kid acteur, voilà. Regarde, à partir de ce moment-là, il ne peut que faire mieux. Fait qu'on lui souhaite une longue carrière. Oui. Voilà. Il faudrait peut-être qu'il passe par le traitement Jacques Doyon. Peut-être que là, il va... Comment que... Traitement. Mais c'est pas net, là, si vous avez vu les... Ouais. Il était pas très... mettons qu'il est allé avec la méthode dure pour avoir les réactions qu'il voulait. Mais quelle performance! Je pense pas qu'elle a joué dans un autre film après, par exemple. Hein? Ah, elle s'est suicidée. Ah ouais. Great! Mais non, c'est une blague. Là. Mais okay. Non, je pense pas non plus. Ça se peut. Sinon, j'ai trouvé que la fin est un petit peu trop explicative. Je pense qu'on aurait pu skipper plusieurs lignes de dialogue à la fin. Je pense que c'était clair déjà. On n'avait pas besoin d'expliquer les thèmes du film dans les dernières lignes de dialogue. Puis malheureusement, je pense que ça filait presque comme une note de producteur. Là. La fin, là, les dialogues deviennent vraiment pas bons. Là. Ouais. Mais c'est un peu le propre, malheureusement, de beaucoup de films d'horreur, même ceux qui se veulent un petit peu plus songer ou quoi. Il y a toujours cette espèce de nouvelle tendance à vouloir tout expliquer ou pour être sûr que tout le spectateur comprenne. C'est encore pire dans les grosses productions, vraiment plus gros budget par les gros studios. Là. On le souligne tout le long du film, puis juste à la fin. Mais c'est vrai que oui, ça semblait un petit peu... on était un petit peu superflu, on n'était pas obligé de l'avoir. Ouais, c'est ça. Des fois, une image peut résumer. Voilà. Mais bon. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, je pense que tu sais, il y a des éléments le fun dans la fin. Tu sais, il y a des aspects intéressants dans ce qu'il a construit comme fin. Tu sais, mais il aurait pu le faire de façon vraiment plus simple. Il aurait pu couper genre 90% du dialogue entre le père et le fils à la fin. Oui, il aurait juste pu prendre la scène du père et du fils puis comme juste faire quelques minutes avec eux autres puis que ça finisse là. T'sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis justement, comme couper le stock qui nous explique la fin, puis à la place, juste faire qu'on comprend qu'ils ont une relation de marde parce qu'ils se parlent pas. À la place de les faire se parler puis expliquer le film en ayant une relation de marde. Exact. Parce qu'on comprend, tu sais, on le sait, c'est quoi qui s'est passé. On l'a vu. On l'a vu arriver. Ça nous a été expliqué par la spécialiste en bagoule sur Zoom tantôt. On le savait avec le petit gars acteur. C'est... Dans le rôle de Vincent D'Onofrio, là. Oui. Mais un film quand même intéressant. Non sans défaut, selon moi, mais c'est quand même un film intéressant. Oui. Ben, moi, tu sais, je pense que c'est un film qui est, qui pour moi, en tout cas, est même ce genre de film-là qui est plus que la somme de ses parties. Il y a des problèmes avec, mais, la majorité des problèmes pour moi sont, plus charmants que dérangeants. Puis les problèmes qui m'ont vraiment gossé, je suis capable facilement de passer au travers parce que justement le film m'a affecté. J'ai fait des cauchemars après qui étaient thématiquement avec le film-là. Ce film-là, c'est un film, pour moi, l'horreur a été efficace sur moi, en tout cas, peut-être parce que les thématiques me touchaient aussi, mais en même temps, c'est vraiment venu me chercher à plusieurs niveaux. C'est un film qui parle de dépression aussi, qui est un sujet qui m'affecte beaucoup
directement. Fait que je pense que ça l'a aidé. Fait que, tu sais, si vous êtes dépressif, regardez-le, ça va vous aider. Je sais pas. En tout cas, vous allez vous sentir touché au moins. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est un des films qui m'a, je dirais, le plus marqué de Fantasia cette année, là, ce film-là. Nice. Ouais, moi, c'est ça. Pour moi, ce qui ressortait de ce film-là, c'était bon, les thématiques, bien sûr, mais aussi la brochette d'acteurs, si on enlève peut-être le petit gars acteur, là, mais la brochette d'acteurs adultes qu'il a trouvé, surtout pour camper la protagoniste, j'ai trouvé que, tu sais, à chaque fois qu'elle était à l'écran, j'étais juste comme, genre, un film juste avec elle, je le prendrais, tu sais. Fait que j'ai trouvé que c'était très, très fort son jeu, puis comment est-ce qu'elle campe son personnage, puis ouais, j'étais pas mal à terre via sa performance. Puis ouais, effectivement. J'ai trouvé que c'était, tu sais, le réalisateur en a profité aussi, puis je suis bien d'accord avec ça. C'est bon. J'ai pas grand-chose à rajouter. Yep, c'est vrai, les performances très solides. Yes. Fait que Harbinger, je pense qu'il va très rapidement, devrait être disponible sur certaines plateformes si on se fie aux autres films de Andy Mitton. C'est ça, donc je pense pas que c'est le genre de film qui va être acheté par un distributeur d'ici, mais bon, ça devrait être quand même prochainement disponible. Yes. Moi, c'est une recommandation totale. Là. Je suis à plus 7.4 sur 10. Yes. Pour moi aussi, une recommandation, j'étais à plus 7. Okay. Moi, je suis plus autour de 6.2, mais une recommandation quand même. Yes. All right. Et donc, c'était Critique Exquise Fantasia. On vient de parler de The Harbinger. Oui. Allez faire les affaires qu'on vous dit de faire à chaque fois. Podcast.com, Radio H2O. Remercier Martin Godette puis Milan. Spotify. On est fans. Bye. Bye. Bye.